Salut à tous et bienvenue sur 15 à Milan, c'est la trêve et comme promis nous dressons un premier bilan de la saison milaniste, aujourd'hui avec Aristide et Félix, salut à vous. Hello. Bonsoir. Alors comme annoncé en août dernier, nous n'avons pas fait d'émission d'après-match cette année, nous n'en ferons d'ailleurs probablement pas d'ici le mois de juin pour des raisons que les fidèles auditeurs auront sans doute comprises, mais nous proposerons bien entendu une émission spéciale bilan en fin de saison et nous serons présents pour chaque match de la Nationale et à l'Euro, il y aura sans doute les avant-matchs, les après-matchs comme à chaque fois que la Nationale joue une grande compétition. Mais commençons à présent cette émission avec le premier bilan de Félix. Alors, concernant le bilan, je vais revenir jusqu'à cet été où il y a eu quand même un gros tournant avec les départs de nos anciens dirigeants Maldini et Massara, euh, en plus des départs quand même importants d'Ibrahimovic et de Tonali, qui ont un petit peu structuré le mercato, puisqu'on a eu quand même pas mal d'arrivées. Je crois qu'en tout, on a eu 9 ou 10, quelque chose comme ça. Euh, Ensuite, concernant la saison, on avait plutôt bien commencé on avait enchaîné 3 victoires importantes quand même, notamment Bologne et Torino, avant de tomber assez durement contre l'Inter. Puis après, la saison a commencé à s'épater un petit peu, avec notamment la défaite contre la Juve qui a suivi de 3 matchs sans victoire. Notamment beaucoup d'irrégularités dans les résultats. Des fois on gagne, des fois on perd. On a fait notamment une défaite à l'Udinese qui à l'époque était dernière du championnat. Et puis après, le match d'après, on arrive à remporter contre un Monza qui est en pleine bourse. Enfin, quelques matchs après, on gagne contre la Fiorentina aussi, des équipes qui étaient quand même assez en forme. Et puis après, on retombe. On fait match nul à Lecce. Hier soir, on fait match nul contre la Salernitana qui est également dernière au classement. En championnat, on est vraiment noté, on est vraiment remarqué pour cette irrégularité dans les résultats. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes troisième, assez loin de la première place, puisque l'Inter est à 41 points avec 16 matchs joués, tandis que nous sommes à 33 points avec 17 matchs joués. Et derrière, ça pousse parce que derrière, on a la Fiorentina qui a 3 points, Bologne qui a 5 points, Naples qui a 6 points. Donc pour l'instant, on est en zone champion, qui est, comme vous le savez, l'objectif de nos dirigeants. Mais tout n'est pas gagné encore une fois. Et concernant la Ligue des Champions, on avait un tirage assez compliqué avec le PSG, Dortmund, Castle et le Bayern. Après des débuts mitigés parce qu'on a fait 2 matchs nuls, on perd face à Paris avant de battre le club de la capitale française, puis une nouvelle défaite face à Dortmund et une victoire contre Newcastle à l'extérieur. Ce qui fait que nous sommes à 8 points égalité avec le PSG, mais comme ils avaient un goal average et une victoire contre nous plus importante, ils sont passés en huitième, tandis que nous, on est rétrogradé en Ligue Europa. Alors, bon, concernant ce passage en Ligue Europa, effectivement, en début de saison, enfin, tout le monde voulait qu'on passe en huitième. Quand on a vu, je pense, le tirage, on s'est dit, bon, ça va être compliqué. Mais après avoir passé le tour, moi, je pense que notamment il y avait la place de passer en huitième parce qu'on a vu un PSG franchement pas étincelant, un Dortmund qui est à la peine en championnat et qui arrive à passer finalement premier dans ce groupe de la mort. Newcastle, on a vu qu'ils étaient largement prenables aussi, puisqu'on se rappelle du premier match en Ligue des Champions qu'on joue contre eux. On enchaîne les occasions, je crois qu'il y a eu plus de 20 tirs, 25 tirs, un gros loupé de Leao qui finalement fait qu'on ne marque pas et qu'on repart avec un match nul seulement. Et donc finalement, il y avait largement la place de passer en huitième, mais nous voilà maintenant en Ligue Europa et nous voilà à devoir jouer les jeudis soirs contre Rennes. Bon, c'est pas, il y aura des petites affiches quand même, hein, ce sera sympa, puisqu'il y a encore Liverpool, il y a encore le Galatasaray, il y a encore quelques clubs. Et puis il faut se rappeler que c'est une compétition qui n'a jamais été remportée par le Milan. Moi, je ne suis pas forcément contre le fait de jouer à la Ligue Europa cette saison. Par contre, l'année prochaine, il faut qu'on se requalifie en Ligue des Champions absolument. Euh, voilà. Et là, pour l'instant, c'est bien parti, mais il y a beaucoup de points négatifs qu'on va le relever plus tard sur cette saison. Euh, et donc voilà. Eh ben merci pour ce bilan très précis avec le détail des occasions, les loupés de Léao, etc. J'en attendais pas tant. On va voir si Aristip a apprécié ce début de saison milaniste et comment il a trouvé notre équipe donc depuis le mois d'août. C'est vrai qu'on avait fait cette spéciale en déplorant le départ de Tonali, de Maldini, Tonali qui aura connu un destin cette saison assez particulier, mais enfin on va pas y revenir. Et donc qu'as-tu pensé de ce début de saison?
Je vais peut-être avoir un avis plus tranché que Feli, mais moi je le trouve très mauvais. L'année dernière, j'avais dit qu'il était mitigé, là je le trouve très mauvais. Très mauvais pourquoi? Parce que contrairement aux années précédentes où Milan arrivait à toujours faire des résultats contre les grandes équipes et on pêchait contre les petites, eh ben là c'est plus le cas. Là, contre les grandes équipes, c'est quand même 5-0 au derby quand même qu'on se prend. 2-2 contre le Napoli alors qu'on mène 2-0. On perd 1-0 contre la Juve alors que ça faisait des années qu'on faisait des super résultats contre la Juve. Euh, et effectivement, Feli l'a rappelé, mais contre des relégables ou des équipes qui ne gagnaient plus depuis 5-6 matchs, l'Udinese, Salerne, Lecce, ont fait des mauvais résultats. C'est quand même 3 mois, rendez-vous compte, 3 mois sans victoire à l'extérieur en Serie A. La dernière victoire en Serie A, c'était fin septembre ou début octobre. Je crois que c'était contre le Genoa sur un but de Pulisic à la 90e minute. Rendez-vous compte, 3 mois à l'extérieur sans victoire en Serie A. C'est quand même une équipe qui n'a pas de personnalité. Moi, je trouve que c'est une équipe qui n'a pas de caractère. Où sont les Tonali, les caissiers qui apportaient du muscle Mais ça au va avec milieu de ses terrain? dirigeants, ça va avec la nouvelle orientation du club, la Ah oui, tout à fait. personnalité, le caractère, l'héritage, la transcendance, l'idée d'être fédéré autour d'un même objectif parce qu'on connaît les valeurs du club, etc. La nouvelle tournure, la nouvelle direction prise par le club, finalement, correspond à ce que tu viens de raconter. Ouais, complètement, complètement. C'est une équipe aussi sans fond de jeu avec un entraîneur qui n'a plus trop d'idées, qui oscille entre plusieurs systèmes de jeu. Parfois, on a vu une défense à 3 cette année, on a vu un 4-2-3-1, on a vu un 4-3-3. C'est une défense très friable. On parle de 20 buts encaissés en 17 matchs. Des cadres qui nous ont porté les saisons précédentes qui sont totalement absents cette année, et j'en reparlerai lors des flops. Enfin, pour compléter ce que dit Félix, c'est quand même on a un record cette année, on a le record des blessures, puisqu'on est premier en termes de blessures avec plus de 30 blessures cette saison. Sur un effectif de 27 joueurs, il y a seulement 5 joueurs qui n'ont pas encore été blessés depuis le début de la saison. Et on est en décembre. Rendez-vous compte, c'est quand même quelque chose. Et finalement, voilà, le championnat est terminé depuis fin novembre, début décembre. On peut être à 10 points de l'Inter, je crois, ce soir. Et on est éliminé en Ligue des Champions. Donc, non, pour moi, le bilan est terrible. L'Inter qui semble retrouver une forme d'identité, hein, contrairement au Milan, qui est finaliste de la Ligue des Champions, il faut le rappeler, qui fait jouer des Italiens et qui effectivement joue les premiers rôles en championnat depuis quelques années. Hein. Et là, ça se confirme depuis quelques temps, donc c'est vrai qu'il y a vraiment comment dire, les destins croisés là entre ces deux clubs rivaux. On va peut-être permettre à Feli de compléter ce qu'il nous a dit tout à l'heure. Bien sûr, effectivement, je rejoins complètement Aristide, hein. J'essaie de rester factuel tout à l'heure, mais moi, effectivement, le début de saison n'est pas bon du tout. Alors, je vais commencer par les points positifs parce qu'il y en a quand même. C'est le mercato que je trouve, moi, réussi, malgré le départ de Maldini, puisque des joueurs comme Moussa, Loftus-Cheek, Pulisic, Jovic, Sportiello, Okafor, je trouve qu'ils ont tous apporté cette saison. Et je trouve que globalement, paradoxalement d'ailleurs, l'effectif est bien meilleur que ce qu'on avait les 2 dernières saisons en termes d'effectif global. Il y a normalement, quand je dis en temps normal, sans les blessures, on devrait avoir une profondeur de banc qui est plus que correcte. Voilà. Donc franchement, sur ça, c'est pour moi le gros plus sur lequel on devrait s'appuyer les prochaines saisons, normalement, si on arrête un petit peu cette cadence infernale de blessures, qui est pour moi le problème principal de cette équipe. On ne peut pas travailler avec autant de blessures, peu importe l'entraîneur. C'est impossible de devoir recomposer son équipe à chaque fois avec d'autres joueurs, des joueurs de la Primavera, alors tant mieux pour eux parce qu'ils commencent à jouer, des joueurs qu'on n'attendait pas, mais c'est vraiment impossible. C'est incroyable d'avoir autant de blessés, ça ne s'est jamais vu. Et avoir plus de 30 blessures, la plupart musculaires, ça vient en partie des conditions de travail de l'entraîneur, de sa préparation physique. Donc là, Pioli est le premier responsable pour ça. Alors effectivement, après, il y a un effet psychologique. Il y a un cercle vicieux qui s'installe. Les joueurs ont peur de se blesser. Ils le disent. Tomori l'a dit avant qu'il se blesse hier. Il a dit, on a beaucoup de blessés. Pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé. Dieu merci. Et ben voilà, il s'est blessé hier. Parce que les joueurs, ils pensent tout le temps. Parce qu'ils voient leurs coéquipiers tous les jours. À chaque match, on perd 1 ou 2 joueurs. Hier, on a perdu Tomori. Je ne sais pas si Kier est blessé ou pas. Mais le match d'avant, on a perdu Okafor. On a perdu Pobega. C'est quand même incroyable. On ne peut pas travailler comme ça. Aucun club ne peut travailler comme ça. Et là, ils commencent vraiment à prendre au sérieux ce club parce qu'on a vu Pioli faire des déclarations, on a vu Cardinale, Forlani faire des déclarations là-dessus. Mais heureusement, il était temps parce que ça fait depuis très longtemps que ça dure, depuis le début de saison que ça dure. Et il faut vraiment commencer à remettre en question les entraînements. Comment ça se fait que en match, parce que si vous regardez bien, toutes nos blessures se passent en match.
il n'y a quasiment aucun joueur qui se blesse à l'entraînement. C'est systématiquement en match que ça se passe. C'est Donc, pas qu'est-ce qui se Dida qui passe? Est-ce s'était que blessé sur l'entraînement. le banc de touche une fois, il y a longtemps. Mais tu sais, Feli, excuse-moi de rebondir comme ça, mais Bien sûr. ça fait 15 ans que j'anime cette émission, ça fait 15 ans qu'on parle des blessures. Je veux dire, j'ai l'impression que depuis la création du Milan Lab, il y a des hécatombes de blessures chaque année. Alors c'est vrai que cette année, c'est peut-être plus appuisé que les années précédentes, mais j'ai vraiment l'impression de connaître ça tous les ans. J'entends, c'est la rengaine, hein, c'est vraiment le leitmotiv, on parle de ça systématiquement et à chaque fois, on excuse les mauvaises prestations milanistes, sans doute à juste titre d'ailleurs, hein, avec les Oui, je blessures. suis d'accord. D'ailleurs, l'année dernière, on devait faire sans Mike Maignan pendant très longtemps. C'était vraiment la blessure qui plombait notre début de saison dernier. Là, cette année, c'est pas Mike Maignan qu'on n'a pas. C'est plein de joueurs. On a fait, mais un petit mois par là. Léao, un mois. Thiago qui est absent depuis un moment maintenant. Kaloulou qui est blessant depuis un moment maintenant. Benasser qui a pris du temps à revenir. Enfin, c'est des titulaires qui se blessent pendant longtemps. Et effectivement, ça date pas d'aujourd'hui. Mais là, cette saison, on est quand même à un niveau qui s'est jamais vu de souvenirs, hein, peu importe le club. Il y a une époque où à la Roma, il y avait beaucoup de blessures, mais ce n'était pas les mêmes blessures que nous. Eux, ils avaient des grosses blessures, des ligaments croisés, des choses comme ça. Ils ont complètement changé, ils ont restructuré leur centre d'entraînement, restructuré les préparateurs physiques. Donc là, depuis quelques temps, ça va mieux à la Roma. Mais là, c'est nous, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et encore une fois, pour moi, Pioli est le premier à blâmer. Et les entraînements doivent être soit moins intenses, soit plus intenses, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui doit se passer. Les préparateurs physiques doivent se remettre en question. Les joueurs doivent c'est facile à dire, mais sortir de ce cercle vicieux-là. Voilà, donc ça pour moi, c'est la première cause principale, je dirais, de ce début de saison qui est raté. Ensuite, effectivement, comme l'a dit Aristide, et je rejoins complètement, c'est la défaillance des cadres. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe pour que les cadres se prennent comme des stars et arrêtent de jouer face à des clubs, peu importe les clubs, mais surtout des clubs de bas de tableau? Des mecs qui sont censés être nos top joueurs, hein. Moi, on va les citer après dans les flops, mais je pense à Maignan, Léao, Théo, qui sont censés être vraiment les 3 joueurs de classe mondiale qu'on a. Pour moi, ce sont les 3 joueurs de classe mondiale qu'on a, et les 3 ont eu à leur façon des moments de trou cette saison. Mais les Voilà cadres pour la sont-ils à la défaillance des hauteur cadres. de ce qu'on a connu? Excuse-moi, les cadres, il fut un temps, c'était Baresi, Maldini, ça a été Gattuso, ça a été Ambrosini, ça a été Nesta. C'était ça nos cadres à une époque, c'est-à-dire des gens qui savaient pourquoi ils étaient là, qui connaissaient un petit peu les valeurs du club, comme je le disais tout à l'heure, et qui s'investissaient réellement parce qu'il y avait, comment dire, peut-être un supplément d'âme chez ces cadres qu'il n'y a peut-être pas chez ces gens qui viennent d'un peu partout et qui touchent leur chèque, mais sont peut-être pas plus attachés au club que ça. Je dis ça, je dis rien, hein. Peut-être est-ce comment dire, une vue de l'esprit, mais j'ai du mal à comparer ces cadres-là à ceux qu'on a pu avoir par le passé dans les différents grands bilans qu'on a connus. Mais je te rends la parole, Feli. Bien sûr, mais de facto, ce sont nos cadres. Et effectivement, je te rejoins. Je pense que le départ d'une ligne directrice comme Maldini, comme Ibrahimovic, quelque chose qui pouvait les regrouper, les ressouder, clairement, ça a fait du mal à l'équipe. Mais même Et Tonali clairement, s'investissait dans les matchs et ne faisait jamais défection. C'est-à-dire que même quand il Bien était un peu sûr, moins bon, il sonnait la charge et il s'investissait réellement. c'est Il ça. jouait pas les divas, si tu veux. Donc il y a bien des états sûr, d'esprit chez ces joueurs-là qui sont soit formés au club, soit qui viennent de la région, etc. Et qui savent ce que représente le Milan, tu vois, que peut-être non oui, bien pas sûr. nos nouveaux cadres, indépendamment du niveau, hein, parce que je comparerai pas Leao à Van Basten et je comparerai pas Théo Hernandez à Maldini ou à nos glorieux, à ces glorieux aînés, si tu comprends, à ces glorieux prédécesseurs. Mais là, je parle vraiment d'investissement, d'union, d'identification à l'âme du club qui n'existe peut-être plus. Oui, bien sûr. Et je rajouterai des éléments là-dessus quand ce sera le moment des flops. Mais je vous rejoins complètement. Et enfin, pour moi, alors après la défense des cadres et l'avalanche de blessures, pour moi, le troisième problème principal, problème de ce début de saison, c'est le problème tactique de Pioli, qui a toujours pas évolué sur certains points. On a toujours autant de problèmes de transition défensive, c'est-à-dire que on joue toujours dans un bloc entre le médian et le haut, mais on a 5 joueurs à la relance qui ne savent jamais où relancer parce qu'il y a un écart entre ces 5 relanceurs et les 5 attaquants qui est immense. Donc ça finit souvent en long ballon perdu. Il ne reste plus que 5 défenseurs. Hop, il contre-attaque et on se prend mais un nombre de buts phénoménal sur ce genre de situation. Euh, euh, je ne dirais pas qu'on joue trop haut. Je dis juste que nos joueurs ne sont pas placés correctement sur le terrain. C'est-à-dire qu'on joue haut, mais on ne peut pas avoir 5 attaquants et 5 défenseurs. Ce qui est systématiquement le cas. C'est-à-dire qu'on a un Léao qui est super loin sur le côté, Pulisic qui est super loin, Loftus-Cheek qui est à côté de Giroud, et après on a nos relanceurs qui sont là et qui essayent de les trouver. Mais comment est-ce qu'on peut les retrouver s'ils sont entre le milieu adverse, derrière le milieu adverse? Ça, c'est un gros problème qu'on a en phase de possession.
Et puis en phase de défense, parce qu'après, quand on perd la balle, en transition défensive, on est à poil systématiquement. Et ça ne sied pas à tous nos joueurs. Un mec comme Thio, moi je suis persuadé que Thio, il a beaucoup de talent, mais par contre, il peut pas jouer comme ça. Et on l'a vu, il s'est fait prendre contre la Juve, il s'est fait prendre contre l'Inter, parce qu'il se retrouve systématiquement en 1 contre 1. Et ça, c'est l'autre problème de Pioli, c'est qu'il laisse systématiquement nos joueurs en 1 contre 1. C'est quelque chose qu'il a développé l'année du Scudetto et qu'il garde depuis, mais on ne peut pas jouer systématiquement en 1 contre 1, surtout quand en face, on a des attaquants solides. Contre le Paris Saint-Germain, on joue en 1 contre 1, mais tous nos défenseurs, tous nos milieux de terrain, ils se font manger. Contre l'Inter, on joue en 1 contre 1. L'Inter, c'est parfait pour eux, parce que eux, c'est pour ça qu'on perd 5 fois cette année contre eux. Parce que eux, ils ont un système qui fait que eux, justement, c'est l'inverse. À l'Inter, il n'y avait aucun dribbleur avant. Cette année, il y a Thuram qui dribble un petit peu, mais maintenant, sinon, il n'y a aucun dribbleur à cette équipe. Chacun connaît son rôle, chacun comment jouer. Il y a des déplacements, ce qui fait que nos joueurs sont complètement perdus sur les déplacements de l'Inter. C'est pour ça qu'on est l'adversaire le plus simple à jouer pour l'Inter. Ils savent nous prendre, ils nous connaissent par cœur. Eux, ils n'ont qu'à faire leur partition. Nous, on est à l'ouest. Je pense qu'on est l'équipe qui pose le moins de difficultés à l'Inter en Serie A. Voilà. Et donc, ces différents problèmes tactiques du Milan, en plus du fait qu'on n'a aucun vraiment un bon milieu défensif qui sait vraiment défendre et couper les lignes de passe et pas être, parce que tous les milieux sont mauvais en contré en défense, que ce soit Reusners, Loftus-Cheek qui sont pourtant de bons joueurs, même Benacer n'est pas excellent. Donc il nous manque vraiment quelque chose au milieu de terrain. Il y a un problème tactique qui fait que ça ne s'adapte pas aux joueurs qu'on a. Et donc ce qui fait qu'on passe globalement, et là je ne parle pas que du début de saison, mais je parle de l'année 2023, une très mauvaise année 2023. Voilà, ce qui fait que je pense que Pioli est vraiment sur une fin de cycle et qu'il faudrait le changer. Alors pour moi, il n'y a aucune chance qu'il partira en cours de saison, mais en fin de saison. Très bien, voyons ce qu'Aristip en pense. Aristip, es-tu convaincu par cette disposition tactique, par les choix de Pioli? On a parlé des blessures tout à l'heure, mais c'est vrai que ça n'excuse pas tout, ça n'explique pas tout. Quel est ton avis sur l'aspect plus footballistique de ce début de saison? Ouais, je rejoins totalement Feli. Alors ouais, moi j'aurais raccourci un peu le truc en disant qu'on joue un peu trop haut, mais effectivement, comme a dit Feli, c'est peut-être la transition qui manque. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est dès qu'on perd le ballon, on est complètement sous l'eau en fait, et on a toujours, on a nos défenseurs qui sont laissés à l'abandon. Donc je sais pas si c'est parce qu'on joue trop ou si c'est parce qu'on a sûrement la transition défensive avec des joueurs qui redescendent pas assez vite. Mais oui, c'est vrai, la sensation que ce soit contre l'Inter, contre Salerne, contre l'Udinese, peu importe, à chaque fois qu'on perd le ballon, on se retrouve, on a l'impression que ça peut être un but pour l'adversaire. C'est pas un hasard si on a encaissé 20 buts en 17 matchs, et c'est pas un hasard si même en menant 2-0 à la mi-temps de 2-3 matchs, on se fait rattraper de 2. Donc non, je rejoins totalement Feli sur cette bouillie de football que propose Pioli. Alors pas aidé par les blessures, effectivement, quand t'as énormément de blessures qui sont bien plus importantes, attention, que ce qu'on a vécu les années précédentes. Par rapport à la comparaison dont on parlait tout à l'heure, MJ, c'est vraiment bien plus important. On en est à un point où en Ligue des Champions, contre Dortmund par exemple, donc 5e match sur 6, donc match prépondérant et qui d'ailleurs nous coûte l'élimination de CL, on en est à mettre un Krunic en défense centrale parce que sur nos 6 défenseurs centraux, t'en as 5 qui sont blessés parce que Malick Thiaw justement se blesse à la 60e minute, claquage. Donc on en est à un point, on peut même plus mettre les joueurs à leur poste et on doit les faire rentrer à chaque fois en cours de match, comme le dit Philippe, parce que les blessures musculaires c'est toujours en cours de match, on doit faire rentrer des joueurs qui sont pas à leur poste, mais non, voilà, non, je rejoins totalement Félix, c'est quand même une année assez spéciale en termes de blessures, en termes de jeu. J'ai l'impression en termes de jeu, on a régressé j'ai l'impression d'être en 2017, quoi. C'est-à-dire vous vous rappelez, quand on avait fait un mercato sous pavillon chinois où on avait recruté une vingtaine de joueurs, alors là, c'est beaucoup moins de joueurs, mais en termes de fond de jeu, j'ai toujours l'impression que quand les gars commencent à jouer ensemble dans le début de match, c'est la première fois qu'ils se passent le ballon parce qu'il n'y a aucun automatisme. Donc, ouais, c'est vraiment décevant, mais bon, c'est pas surprenant, hein, c'est la suite de ce que j'avais énoncé lors du mercato de fin d'été, enfin lors du bilan d'été dernier, où j'étais déjà vraiment très sceptique sur ce qui allait arriver suite au départ de Tonali, d'Ibrahimovic, mais aussi de Maldini et Massara, bien évidemment. Ah bah ça, les mosaïques d'individualité, ça fait pas toujours des grandes équipes, mais enfin on verra sur le long terme. On va peut-être passer au top 3 de Feli. Alors, mon top 3, c'était pas forcément facile à faire parce que j'ai pas trouvé. Alors, il y a un joueur qui s'est vraiment démarqué, mais ensuite, pour la troisième et la deuxième position, ils sont interchangeables. Pour moi, c'est 2 recrues parce que je trouve, encore une fois, la différence du Mercato 2017, c'est que nos individualités sont bonnes. Et je vais commencer par la première, qui est pour moi Pulisic, en troisième position, qui est pas forcément étincelant dans le jeu,
Mickey, à la différence de Saelemaekers et de Messias, est très efficace. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il se retrouve avec 5 buts et 4 passes décisives en championnat. Alors, ça doit remonter à Sousso, qu'on n'a pas eu un ailier droit qui marque et qui est autant décisif. Euh, alors, comme je l'ai dit, il n'est pas toujours étincelant dans le jeu. Il y a quand même quelques moments de fulgurance. Mais son principal apport, c'est cette efficacité-là. D'ailleurs, je le trouve meilleur à gauche qu'à droite. À droite, il est surtout là pour conclure. Il est très bon très bonne présence dans la surface. Mais on voit que typiquement, c'est un joueur qui n'est pas fait pour le 1 contre 1. Parce que même s'il est rapide, dribbler à droite avec son pied droit, c'est pas toujours sa qualité forte. Et lui, clairement, il a une très bonne technicité. Et lui, je le vois très bien essayer d'échanger avec ses partenaires. Le problème, c'est qu'il a personne. Et c'est le problème de Chukwueze aussi, qui est son concurrent à droite, qu'on a recruté et qui, pour l'instant, est peut-être la recrue qui déçoit le plus, même si à quelques moments, il a fait du bon travail. Euh, c'est deux joueurs qui ne sont pas encore habitués à jouer comme ça. On joue de la même façon que joue un Leao à gauche. Sauf que Leao, non seulement il est très très bon en 1 contre 1, et en plus de ça, il peut avoir un Théo Hernandez qui est là pour l'épauler. Euh, et là, je parle plutôt des saisons dernières, parce que cette saison, c'est plus compliqué. Alors qu'à droite, on se retrouve avec un Pulisic tout seul, un Chukwueze tout seul, et ils doivent faire seul, ils doivent se débarbouiller tout seul sur ce côté-là. Et je trouve que l'Américain fait du bon travail. Voilà, c'est un joueur qui a, ouais, comme j'ai dit, une très bonne technique, un très bon contrôle de balle, et je trouve qu'il rafraîchit un peu ce côté droit qui en avait besoin. En deuxième position, c'est un joueur dont je craignais un flop parce que pour moi, quand tu viens des Pays-Bas et que tu as 25 ans, ça me paraît un peu bizarre parce que les Pays-Bas, c'est pas forcément le championnat qui s'exportait le mieux, disons, ces dernières années. Et pourtant, Tijani Reijnders, un nom compliqué à dire, je le trouve très très bon. Alors, il n'a pas toujours été très très bon. Je trouve qu'il a un moment, un petit moment de trou là entre novembre et octobre. Voilà, j'ai pas trouvé toujours étincelant, mais je trouve qu'il apporte une créativité qui nous manquait au milieu de terrain. Voilà, c'est un joueur qui dribble, qui passe, il a une très bonne vision de jeu, voilà, il a une facilité à éliminer l'adversaire au milieu de terrain. On a du mal encore à saisir quel est le poste qui lui irait le mieux. Parce que c'est un milieu, mais je trouve c'est aussi une passoire. C'est-à-dire qu'on passe à côté de lui, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on passe à côté de lui sans aucun souci. Et en transition défensive, encore une fois, ça nous coûte des buts. Mais voilà, c'est un joueur qui m'a vraiment surpris parce que franchement, je ne le voyais pas à ce niveau-là. Je l'ai même vu, j'ai eu l'occasion de le voir avec les Pays-Bas où vraiment il a été très très bon avec les Pays-Bas aussi. Donc pour moi, c'est un joueur qui explose avec nous cette année. Et je suis vraiment content de ce joueur-là parce que c'est un joueur qui est sympathique. Mais bon, il manque un peu de coffre. J'espère qu'on trouvera une solution tactique pour l'incorporer tout en étant plus solide défensivement. Et enfin, en première position, c'est sans aucun doute et sans aucun conteste Fikayo Tomori qui est revenu à à son meilleur niveau cette saison. Alors, il y a eu un loupé contre la Roma où il se rate et il prend un carton rouge, mais qui nous coûte pas de points puisqu'on gagne, contre l'équipe de Mourinho. Mais voilà, on retrouve le Fikayo Tomori qu'on aimait, le Fikayo Tomori de 2021, parce que son année 2022 était très compliquée. Et vraiment, il est revenu à un meilleur niveau. Là, contrairement à nos cadres dont on évoquera plus tard, lui, c'est vraiment un joueur qui se bat sur le terrain. On le voit, il n'a pas du tout une attitude corporelle nonchalante. À chaque but pris, il est décontenancé, il veut haranguer ses coéquipiers. Et c'est un joueur ça fait du bien de le revoir à ce niveau-là parce que c'est un joueur qui est très sympathique, qu'on apprécie tous. Et je pense qu'on avait tous peur que son année 2021 soit qu'une année de feu de paille et qu'il retombe finalement dans un niveau médiocre. Mais en fait, non, on le revoit là vraiment à son meilleur niveau. Et lui, typiquement, c'est un joueur qui profite de cette tactique-là parce que c'est un joueur qui est très rapide, très physique. Et donc, dans ce 1 contre 1 défensif, lui, il est très, très bon à ce niveau-là. Et je pense qu'il peut être encore encore plus fort si on n'avait pas des avalanches de contre-attaque toutes les 5 minutes. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment le point fort de cette saison. Malheureusement, on le perd sur blessure. Alors, j'espère qu'on ne le perd pas longtemps parce qu'on va encore, sinon, devoir recomposer une défense centrale avec Théo Hernandez, avec un joueur de la Primavera, avec Kier qui se blesse un match sur 2. Donc, j'espère vraiment qu'il va revenir au plus vite. Bien, voyons si Aristide est d'accord. Pour mon top 3 en troisième position, j'ai beaucoup hésité du coup, comme disait Feli, entre Pulisic et Reinders. Alors Feli a choisi Pulisic, moi j'ai mis Reinders. C'est vrai que Pulisic fait quand même une saison tout à fait honorable, si ce n'est bonne, avec des buts et des passes décisives. Il peut jouer quasiment aussi bien à droite qu'à gauche, mais ce qui m'a fait mettre Reinders, c'est que je trouve que Pulisic, malheureusement, dans les grands matchs, il y en a aucun de bon en fait, que ce soit contre PSG, Dortmund ou autre. Je l'ai trouvé souvent mauvais dans les grands matchs, donc j'ai préféré du coup le néerlandais. Euh,
que je trouve vraiment bon dans le sens où je le note moins durement parce qu'il a qu'une saison professionnelle à son compte l'année dernière. Il est encore assez jeune, je crois qu'il a 24 ans, hein. Et puis voilà, j'aime beaucoup sa capacité à jouer vers l'avant. Alors comme le dit Feli, c'est aussi une passoire un peu défensive, mais bon, ça résume aussi ça rejoint nos problèmes de transition qu'on a et nos problèmes défensifs, puisque finalement on n'a plus aucun joueur qui peut récupérer un ballon au milieu de terrain. À part Benasser, c'est que des joueurs qui jouent à recul frein jusque dans notre surface de réparation. Donc voilà, on n'a que des joueurs de ce style-là, des bons joueurs offensifs au milieu de terrain, comme Loftus-Cheek et Reinders. Mais voilà, il y a quelques manques, hein, effectivement, mais je trouve que le néerlandais, c'est très bien acclimaté à cette nouvelle équipe, j'ai envie de dire, et à ce nouveau championnat. En deuxième position, j'ai mis Maignan, alors du coup qui apparaît pas dans le top de Feli. Maignan, alors attention, il fait une moins bonne saison que l'année dernière. On a vu encore une bourde hier sur le deuxième but de Salerne, d'une frappe sublime, il faut le dire aussi, de Candreva, qui d'ailleurs n'est pas sa première frappe sublime de l'année, et même j'ai envie de dire de sa carrière, parce que c'est quand même le spécialiste des frappes de 30 mètres. Et quel âge il a quand Andreva il joue encore? C'est Ouais, impressionnant ouais, ça, hein. ouais. Ah oui, il doit avoir 33, 34 ans, je pense, hein. Ouais, ouais. Mais Oui, il est puis un toujours. poste offensif, quoi, je veux dire. En Ouais. 33-34 ans en défense centrale, ça peut passer, mais au poste auquel il joue, c'est impressionnant. Après, je sais pas s'il est régulier, je le suis pas, mais effectivement, chaque année, on entend parler de Candreva pour des buts exceptionnels. Ça me rappelle Quagliarella. C'est ça, c'est ça. Bah, Candreva, il est à l'image de sa carrière cette année encore, c'est-à-dire il est toujours un peu feignant, mais il l'a toujours été, c'est pas que l'âge, mais il est capable sur quelques matchs de t'illuminer effectivement tout le match, enfin tout le monde, quoi, parce il a quand même un talent assez fou, ce joueur. Alors Enfin, que moi je trouve. Bonaventura, lui, semble régulier. Les échos que j'ai de la Ouais, il est Fiorentina sont excellent. incroyables. Ça fait quand même plusieurs années qu'il a quitté Milan maintenant. On nous disait qu'il était fini, hein. Il était présenté comme un joueur fini, un peu comme Pirlo en 2011. Eh Il se ben, blessait beaucoup quand même, hein. oui, d'accord, mais enfin, regarde les saisons qu'il fait, et c'est une pièce maîtresse. Il est même en sélection maintenant, alors il y a moins Il est de revenu en concurrence. national, et ouais. Eh oui, eh oui, eh oui. Et puis quelle performance, quelle prestation. Moi, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié. Désolé de digresser, mais Casa Milan, vous le savez, notre spécialité, c'est la digression. Et c'est vrai que Bonaventura, je pense à une place particulière dans le cœur des tifosi milanistes parce que tout simplement c'est un joueur qui s'est toujours bien comporté et qui a toujours été exemplaire. On parlait des cadres qui ne tiennent pas leur rang, lui à mon avis le tiendrait et qui a du talent, voilà, et qui a été à mon avis sous-estimé. Mais je te rends la parole, Aristide. Bah, Bonaventura, c'était mon joueur préféré pendant ces années-là, ouais. Dommage, effectivement, les blessures, et il a été, effectivement, comme tu l'as dit, sous-estimé. Et alors, du coup, voilà, Maignan, deuxième place, moins bon que l'année dernière, mais j'ai envie de dire, dans ce marasme, ça suffit pour être sur le podium. Et en première place, bah, c'est la seule place où je vais rejoindre Feli, Tomori. Tomori, parce que voilà, comme l'a dit Feli, depuis le troisième match de championnat, je crois que c'était la Roma, effectivement, où il a pris son rouge et il a failli nous couler. Il est revenu avec une détermination assez folle et je le trouve voilà aussi bon que l'année du titre, mais vraiment excellent. Et c'est peut-être le seul joueur où je peux dire qu'il fait un bon début de saison parce que les deux autres, que ce soit pour moi Maignan ou Reinders, Maignan c'est moins bon que l'année dernière donc je suis un peu déçu quand même si ça reste l'un des meilleurs de notre équipe et Reinders c'est correct mais le vrai bon début de saison, le seul joueur qui donne satisfaction de A à Z ou de B à Z si on considère le match de la Roma, c'est clairement Tomori, ouais. On va passer au flop, hein, Feli, quel est ton flop 3? Alors en flop 3, je vais mettre un joueur qu'on a un petit peu oublié ces derniers temps, mais qui pourtant était un titulaire en début d'année 2023 et en début de cette saison. C'était Rade Krunic, qui était pour le coup là un milieu qui était assez défensif, qui savait se faire mettre ses tampons au milieu de terrain. Et donc, ce joueur-là, qui, mine de rien, est arrivé sur la pointe des pieds à Milan, a réussi à devenir titulaire. Alors effectivement, il y a eu de nombreuses blessures, mais il faut se rappeler ces très bons matchs qu'il a fait, notamment en Ligue des Champions contre Naples, je pense. À un moment donné, il est devenu titulaire au milieu de terrain, ce il a poussé Benacer à aller un cran au-dessus en tant que milieu offensif. Et là, on avait une bonne assise défensive avec ce double pivot Krunic-Tonali. Là, on assiste vraiment à une dégringolade de la part du Bosniaque qui, déjà cet été, a poussé pour partir à Fenerbahçe quand même, parce qu'il voulait rejoindre ses copains, parce qu'il voulait avoir un salaire plus haut. Donc déjà sur le plan de la mentalité, ça m'a beaucoup déçu parce que quand même le gars, euh, il est arrivé en étant personne, il a réussi à s'imposer. Donc c'était une belle histoire. Il a réussi à s'imposer comme titulaire au Milan et il faisait. Alors c'était pas le joueur du siècle, hein, loin de là, mais il a quand même fait des bonnes prestations. Effectivement, c'est un joueur qui, contrairement à Reijners, contrairement à Benacer, jouait souvent vers l'arrière. C'était pas forcément le joueur qui était le plus porté vers l'avant.
Mais pourtant, il faisait du bien à cette équipe quand il était là. Et là, il a complètement disparu depuis un moment et c'est mérité parce que ses dernières prestations ont été désastreuses. À chaque fois qu'il joue, c'était un désastre pour nous. Adli est passé devant lui, puis maintenant c'est Benacer, puis Reijnert aussi a joué à ce poste-là. Donc, tout le monde est passé devant lui et c'est normal parce que il n'a plus du tout la tête à Milan et c'est vraiment dommage pour un joueur qui avait tout à gagner à s'investir pleinement dans cette équipe parce qu'il est devenu titulaire, quoi. Voilà pour mon troisième. Ensuite, en deuxième position, je mets Raphaël Leao parce que je l'avais mis pourtant dans mon deuxième top l'année dernière, ou premier, je sais plus, deuxième ou premier. Mais là, ce début de saison, il est catastrophique. Alors, il a 3 buts et 5 passes décisives en championnat, un but contre le PSG. Il a fait quelques bons matchs il a fait quelques bons matchs, notamment voilà ce match-là contre le PSG, mais il est d'une irrégularité impressionnante qu'on n'avait pas vue depuis peut-être l'année où il arrive. Moi, vous le savez, je l'ai souvent défendu, Léao, mais là, cette saison, c'est pas possible. La nonchalance qui est toujours présente, qui est peut-être même exacerbée maintenant. Hier, enfin, je pense au match d'hier parce que c'est dans ma tête, mais il y a plusieurs fois où il fait ça. Hier, il se trouve dans une bonne situation de contre. Il nous fait un tir, mais un tir de rugby qui va directement dans les tribunes alors qu'il avait une excellente occasion. Ça résume beaucoup Léao, je trouve, qui, quand il ne connecte pas les neurones, quand il n'est pas sur un bon jour, bah, franchement, il n'apporte mais rien du tout. Alors, il peut toujours faire sa petite passe décisive, avoir amené une bonne occasion, faire le bon décalage. Mais c'est trop peu pour un joueur qui est, je rappelle, le joueur le plus payé de l'effectif, avec un gros salaire. Alors, effectivement, on a réussi à le garder. Ça n'a pas été facile, mais c'est trop peu. C'est vraiment trop peu pour le talent qu'il a. Ce qu'il montre au Milan, c'est trop peu. Et pour le potentiel qu'il a, c'est vraiment trop peu. Ce joueur-là, il peut aller très, très loin. Florenzi l'a dit. Hein, il a dit qu'il manquait cette méchanceté, voilà, devant les buts pour vraiment concrétiser tout ce qu'il fait. Parce que c'est un joueur qui ne concrétise pas ce qu'il fait. Et puis quand il est mou, mais il est d'une mollesse, il ne revient. Déjà que le système tactique, Pioli a adapté son système tactique pour que Léao fasse le moins d'efforts défensifs possible. Donc il a ce privilège-là que n'ont pas le côté droit, c'est-à-dire Pulisic ou Chukwueze, qui eux doivent tout le temps revenir en arrière. Léao a ce privilège-là et pour l'instant, il en fait peu. Il en fait peu, je ne vais pas dire rien parce qu'il y a quand même eu quelques bons matchs, mais il en fait trop peu. Voilà, et c'est dommage. En première place, voilà un autre cadre défaillant, c'est sans aucun contexte pour moi Théo Hernandez, qui fait vraiment son pire début de saison avec nous, sa pire période avec nous, je pense. Alors, on peut chercher à comprendre. Il y a plusieurs réponses qui peuvent se donner à nous. Moi, je pense déjà que le départ de Maldini lui a fait beaucoup de mal. On sait que c'était un joueur qui était extrêmement proche avec Maldini. Il y a aussi son meilleur copain qui était Brahim Diaz qui est parti également, qui lui aussi avait une relation spéciale avec le Français. Il y a aussi le fait qu'il sort d'une saison avec une Coupe du Monde où il a joué, on peut le dire, tous les matchs, que ce soit avec le Milan, que ce soit avec la France, il a joué non-stop. Mais maintenant, je veux dire, on est une équipe de foot. On n'est pas le Club Med, on n'est pas là pour se faire des copains. L'attitude qu'il a, c'est aussi désastreux que Théo Hernandez. C'est-à-dire qu'il est devenu nonchalant. Il avait une grinta qu'il a complètement perdue. Il a perdu toute forme d'agressivité. Il est devenu passif. Défensivement, il a perdu voilà, en agressivité. Donc, à partir de là, si Théo perd son agressivité, bah forcément, il est beaucoup moins intéressant. Et même offensivement. Offensivement aussi, on le voit beaucoup moins. Et là, pareil, bon, ça doit être aussi, c'est forcément aussi des ajustements tactiques de Pioli, mais on ne le voit plus, quoi. C'est un joueur qui ne sert plus à grand-chose offensivement, et défensivement, il est à l'ouest. Donc à quoi nous sert Théo Hernandez? Et pourtant, pareil comme Léao, on sait le niveau de ce joueur-là quand il est dans un bon jour. On sait qu'il peut nous apporter énormément, qu'il est très dur sur l'homme. Offensivement, on sait que c'est une flèche. Il a aussi un très bon pied gauche, donc c'est aussi un joueur qui s'est très bien centré. On l'a vu avec l'équipe de France. Moi, je trouve qu'il y a un Théo, cette année en tout cas, je trouve qu'il y a un Théo Hernandez avec l'équipe de France et avec le Milan. C'est pas le même. C'est pas le même parce qu'il est dans d'autres dispositions, parce qu'il est dans un autre état d'esprit. Je ne sais pas s'il souhaite partir, mais en tout cas, s'il veut plus jouer à Milan, il faut qu'il le dise et qu'il parte. Peut-être aussi parce qu'en équipe de France, il a des concurrents et qu'il doit gagner sa place. Alors qu'à Milan, il sait qu'il est titulaire de toute façon.
C'est également, oui, clairement. Et comme je te dis, franchement, cette attitude-là est aberrante. J'ai l'impression que Leao et Théo Hernandez pensent qu'ils sont au-dessus de leurs coéquipiers, qu'ils sont au-dessus de ça, donc ils font le minimum. Et forcément, ça se ressent sur leur performance, sur le résultat global de l'équipe, parce que c'est quand même deux cadres qui sont importants. On sait à quel point ce côté gauche a fait mal à toute la Serie A. Et ben là, franchement, tous les arrières droits du pays peuvent dormir tranquilles. On l'a vu encore hier, hein, Mazzocchi, qui est un latéral droit de la Salernitana, a fait un super match, mais forcément, quand on a un Leao et un Théo Hernandez à ce niveau-là, ben, il peut être tranquille. Et les bons matchs de Théo Hernandez, à la différence de Léo, cette fois-ci se comptent sur les doigts d'une main. Léo, il a quand même plus de bons matchs, il a quand même quelques passes décisives, il arrive quand même à faire quelques passes, quelques buts, même si globalement son match est mauvais, alors que Théo Hernandez, il n'arrive pas à sauver son match avec des statistiques, parce que vraiment, il n'apporte plus rien. C'est marrant parce que ça me fait penser à la réflexion de Roland sur les deux ahuris, c'est comme ça qu'il les appelait il y a quelques années, et effectivement les retrouver en première place de ton top, les deux là, c'est particulier. On va demander à Aristide s'il est d'accord ou s'il a d'autres noms à suggérer. Plutôt d'accord. Après, en troisième place, j'ai mis d'autres joueurs. J'ai mis notre doublette à droite, Florenzi Calabria, avec une petite pince en plus pour Florenzi. Parce que ce joueur honnêtement, n'a rien à faire dans un club comme Milan, quoi. Même en tant que remplaçant, je trouve que Florenzi n'est malheureusement, pourtant c'est un joueur que j'ai adoré à la Roma, mais n'est plus un joueur de foot. Je trouve que on joue à 10 dès qu'il est là, et on joue beaucoup finalement avec lui, parce que Calabria est quand même pas mal blessé. Je trouve qu'il propose rien, ce qui fait que notre ailier droit se trouve souvent tout seul. Il a plus de coffre, hein, ce qui est évident. Et même son point fort qui lui restait, le peu de point fort qui lui restait, c'est-à-dire ses frappes de balle. Alors à part un match effectivement où il est à l'origine d'un but, sinon c'est énormément de coups de pied arrêtés ratés, des frappes à 5 mètres des cages, des tentatives de loin inutiles. Donc franchement, j'en peux plus. Et j'ai mis Calabria aussi, parce que Calabria, malheureusement, c'est l'année où Alors je crois qu'il a 27 ans maintenant, et c'est l'année où on se dit... Alors, étrangement, il est souvent bon face aux grands joueurs, c'est vrai. Contre Paris, il a été très bon face à Mbappé, je crois, au match retour. Face à Kvaratskhelia, le nom très Le difficile à Napolitain. prononcer, Mais c'est pas un an exactement, sur deux, toujours très Calabria. bon. J'ai vraiment l'impression depuis qu'il est là qu'un coup il est bon, un coup il est pas bon. C'est soit un an sur deux, soit un match sur deux. Mais c'est c'est assez Bah c'est ça, particulier, il est difficile à lire. Son problème, ça a toujours été la régularité. oui, mais du coup, c'est l'année de trop, c'est l'année où il y a capitaine, il a 27 ans, il n'y a pas eu de progrès depuis 10 ans. C'est ça qui me désole. Il y a eu plus de blessures, mais il n'y a pas eu de progrès. Donc à la fin, voilà, j'ai mis la doublette Florenzi Calabria, parce que je trouve que c'est clairement pas au niveau d'une équipe qui doit jouer en fait qui doit jouer la qualification Ligue des Champions chaque année, qui doit passer les poules chaque année de Ligue des Champions. En fait, c'est clairement un point faible. Calabria, moi, j'ai rien contre lui, dans le sens, à partir du moment où il est remplaçant, c'est très bien, parce que physiquement, il peut pas, on l'a vu, il se blesse souvent, et pour qu'il soit à 100% et faire des bons matchs, c'est pas tous les jours non plus, avec la régularité dont tu as parlé. Donc moi, un Calabria, un Florenzi qui est sur la touche et un Calabria remplaçant et qu'on prenne un titulaire, ce serait très bien. Mais aujourd'hui, c'est plus possible pour un club comme Milan d'avoir des défenseurs latéraux de ce niveau-là, en fait. Et pour les deux premiers flops, je rejoins dans le même ordre Feli, avec Leao en deuxième place pour tout. Alors, je vais être rapide parce qu'il a tout dit. Voilà, on a retrouvé le Leao de la première année, nonchalant, où tout le monde doit jouer pour lui. Il y a pu, alors bizarrement, oui, ça coïncide, mais c'est pas une coïncidence avec le départ de grands dirigeants comme Maldini et Massara, mais aussi de cadres comme Ibrahimovic qui n'hésitait pas à l'engueuler quand il justement commençait à être un peu suffisant ou faire les mauvais choix. Donc c'est pas une coïncidence, hein, quand tu perds effectivement tes cadres. Voilà, on a un joueur qui s'est relâché. Et puis en première position de ce flop, Théo Hernandez, qui est effectivement cataclysmique, il n'y a pas d'autre mot. Une différence entre ces matchs de l'équipe de France et ces matchs avec le Milan, les différences sont flagrantes. Pareil, hein, je pense qu'il n'y a plus Ibra pour l'engueuler, il n'y a plus Maldini pour lui donner peut-être des conseils et le remettre peut-être à sa place aussi. Il y a Brahim Diaz effectivement qui est parti. Voilà, donc alors j'aurais dit encore quelques mois, c'est dommage parmi les quatre que Tonali soit parti et pas un de ces deux-là. Bon, c'est vrai que Tonali est arrivé autre chose entre-temps qui est quand même compliqué. Mais ouais, la faillite des cadres, voilà, ça résume bien ce qui se passe en ce moment.
avec des joueurs qui sont pas ou peu concernés, qui ont pas ou finalement qui n'ont pas l'amour du maillot ou ce supplément d'âme dont tu parlais avec les Maldini et les Van Basten pour reprendre le poste ou presque ce que tu disais tout à l'heure MJ. Bah Non, ouais, puis on de ces voit que joueurs qui étaient effectivement formés au c'est pas club ça, ou quoi. en Italie et qui avaient vécu avec les posters des anciens joueurs du Milan sur leur mur, tu comprends? C'est-à-dire des gens qui savent pourquoi ils jouent pour ce club. Ginola disait, en parlant du PSG il y a quelques années, bah oui, mais il n'y a pas de Français, donc quand il y a un derby PSG-OM, on a l'impression que les mecs sont là pour toucher leur chèque et qu'ils se donnent pas à 100% comme nous on pouvait le faire à l'époque. Et c'est vrai que je trouve que c'est ce qui manque à Milan, mais c'est la politique actuelle du club. Cardinale veut ça. Il veut des numéros, il veut travailler avec des tableaux Excel. La déshumanisation est totale. Et donc, alors, ce qui est agréable, c'est de constater que certaines recrues sont au niveau, effectivement, mais sont-elles au niveau du grand Milan qu'on a connu? Je suis pas sûr. Et si Non, le Milan veut retrouver c'est son sûr. statut d'il y a quelques années, il va falloir autre chose. Il faudra d'abord changer de dirigeant et c'est pas demain la veille. Donc, pour l'instant, moi, je suis pas enchanté et ça expliquera aux auditeurs pourquoi on fait pas d'émission, bien sûr. En tout cas, pas d'émission d'après-match. Mais bon, si ça ravit certains supporters, tant mieux. Oui, c'est sûr. Je viens de voir sur le chat que Feli avait dit pas d'accord sur Florenzi. Je serais curieux de savoir l'argument ou les arguments qu'il énonce parce que du coup, Eh j'aimerais ben avoir vas-y Feli, une avant autre qu'on passe vision. à la troisième partie sur les ambitions, tu peux peut-être développer sur Florenzi. Bien sûr. Florenzi, pourquoi est-ce que je le mets pas forcément dans mes flops? Déjà parce que c'est Florenzi et qu'on n'attend pas forcément énormément de choses de Ça, lui. oui. Et autre chose, effectivement, tu disais qu'ils apportent rien sur le côté droit, mais encore une fois, ça c'est typiquement un problème tactique parce que c'est une consigne de Pioli qui veut que le côté droit soit plus défensif. Et donc Calabria, et que ce soit Calabria ou Florenzi, ne sont consignés de pas monter, de moins monter en tout cas. Et Florenzi, alors effectivement, des fois il y a des trous d'air, des fois ses corners et ses coups de pied arrêtés sont pas toujours très bons, même si je trouve que c'est pas les pires. Euh, mais déjà, il rapporte je trouve, vous me direz ce que vous en pensez, mais qui fait partie de ces joueurs comme Tomori ou Maignan qui apportent un supplément d'âme quand même, hein. Quand on voit, surtout comparé à Théo et à Léao, bah, Florenzi, c'est un joueur qui en veut et il le montre sur le terrain. Euh, donc ça fait du bien, même si effectivement son niveau n'est pas dingue, ça fait du bien juste de voir ça en fait. Juste ça, de le voir, c'est bien. Et puis même sur sa période où il était à gauche, bah, je trouvais qu'il faisait pas du mauvais boulot. Il a été bon, même contre Newcastle, il a plutôt été correct. Donc, je trouve pas que forcément c'est un flop de ce début de saison, surtout qu'on n'attendait pas grand-chose. Pour moi, même sur le plan de la relance, il apporte plus qu'un Calabria, par exemple, qui ne sait toujours pas placer ses longs ballons, alors Calabria s'est amélioré sur ses centres. Mais pareil, au niveau de la relance, comme maintenant c'est le troisième défenseur sur le côté droit, bah, ses relances sont pas correctes par rapport à un Florenzi qui peut ajuster de bons longs ballons, qui pour moi est devenu son principal point fort, hein. C'est vraiment les longs ballons qu'il fait, même sur le côté gauche. Il a su faire quelques bonnes prestations en étant le premier fer de relance de l'équipe, parce que c'est un joueur aussi qui sait se placer au milieu de terrain. Donc, ouais, pour moi, Florenzi, c'est pas forcément un flop. Alors, effectivement, c'est pas dingue, hein. Et puis, de toute façon, le côté droit est toujours défaillant, parce que pour moi, quand on regarde le 11 titulaire, on a deux points faibles. Quand je parle de titulaire, je parle vraiment de sans les blessés. C'est le milieu de terrain qui manque de muscles et d'assises défensives, et le côté droit qui, pour moi, par rapport aux autres, à leur niveau normal, évidemment, je parle, parce qu'Théo Hernandez est bien en dessous d'un Calabria cette année, à un niveau normal, pour moi, c'est Calabria qui est le point faible du 11. C'est dommage, c'est le seul Italien. Et c'est le capitaine, qui plus est. Mais Ah ben, comme le voilà, disait Aristide régulièrement dans les Ouais, émissions spéciales, on n'a jamais recruté les bons Italiens ces dernières années. Les c'est rares sûr. Italiens qu'on a recrutés, déjà, c'était pas pour les mettre titulaires. Faut le rappeler quand même, hein. On recrutait des Italiens pour les mettre sur le banc. Il y a que Tonali et on l'a viré. Alors après, il y a eu C'est vrai. l'histoire des paris, mais je déconnecte ça du niveau et du football, hein. Les paris, c'est encore autre chose. Pour moi, c'est l'extra sportif et je parle pas de ça. Mais au moins, lui avait le club au cœur. Je rappelle quand même qu'il a accepté de baisser son salaire pour rester. Il a tout fait, il a fait des pieds et des mains pour rester. Et son départ reste très mystérieux, parce que les oui, velléités de départ de Tonali, j'ai beaucoup de mal à y croire, je pense vraiment qu'il a été poussé vers la sortie. Après, évidemment, cette histoire de Paris nous aurait mis dans la merde, quoi qu'il arrive, cette année. Mais est-ce que, il est-ce que vous jouera l'été prochain. pensez, excuse-moi de te couper, est-ce que Non, vous non, vas-y. pensez d'ailleurs, parce que moi, c'est une question que je me pose, est-ce que Tonali n'a pas été vendu? Parce qu'effectivement, son départ est très mystérieux. Là, on l'a revu, il est parti voir un match de la Primavera avec Geoffrey Moncada. Est-ce que vous pensez qu'il a été transféré, qu'il a été poussé vers la sortie parce que cette histoire de Paris était sur le point d'exploser? Moi, j'ai Bah, quand même un doute parce oui. que
parce que franchement, son départ, comme ça, discrètement, sans négociation plus allongée que ça, il a été vraiment vendu très rapidement en début de mercato. Alors effectivement, on aurait pu penser que c'était un autre joueur qui partait. Finalement, Tonali est arrivé plus tard qu'un Théo Hernandez, qu'un Leao. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il a été vendu parce qu'on savait que ça allait exploser. Maintenant, je sais pas, parce que le club a toujours communiqué dans son sens Mais ils vont inverse, pas le et c'est dire. normal. Bah, Oui, évidemment. sinon ils sont mal. Ouais. Évidemment. Ils vont pas l'avouer. Sinon ils sont mal. Non mais après on le sait Évidemment. pas, moi je vais pas tirer de conclusion, mais ce qui est vrai c'est que les dirigeants de Newcastle ont dû beaucoup se poser la question, Ouais. parce que eux je les plains, vraiment pour le coup, parce qu'ils sont privés d'un joueur clé, qui avait été très bon contre le PSG d'ailleurs, pour ceux qui ont vu le match me semble-t-il, Newcastle-PSG, il a fait un excellent match, qui avait fait un excellent match aussi en début de saison, après je suis pas, j'ai pas suivi, je suis pas la première ligue particulièrement, mais ce qui est vrai c'est que tout allait contre le départ de Tonali à la base, donc on peut se poser la question, mais il y a aussi l'aspect financier, Cardinal est un banquier, d'accord, c'est quelqu'un qui vient faire des affaires, et donc forcément il y avait des sous à se faire sur Tonali, donc il a peut-être saisi l'occasion, il a pas demandé l'avis du joueur. Je vais pas non plus comment dire faire de procès d'intention aux dirigeants sur l'aspect Paris parce qu'on n'en sait rien, mais je me suis posé la question comme tout le monde évidemment, et je crois que tous les supporters milanistes se la posent. Maintenant moi là où je regrette surtout que Tonali ait fait ça, c'est pour l'Euro quoi, hein. Ça c'est pour moi terrible. L'Italie n'est déjà pas très forte, mais alors privé de l'une de ses pièces maîtresses dans l'entrejeu, c'est une catastrophe. Et peut-être qu'Aristide a un avis sur la question. Alors, d'après toi, les dirigeants milanistes étaient-ils au courant? Bah, peut-être naïvement, je pense que non. Je pense que non. Mais alors, je sais pas ce qui me fait dire ça. J'ai pas d'argument pour ou contre et personne n'en a. Non, mais il n'y a Mais je rien pense qui nous pas qu'ils prouve qu'ils étaient au l'auraient courant. été. Je pense. Comment? Rien ne nous prouve qu'ils auraient été au courant. On n'en sait Oui, rien. c'est ça, c'est ça. Et puis, je pense que quoi qu'il arrive, alors le but était de vendre un cadre. Alors, c'est tombé sur Tonali parce qu'il a une belle offre, c'est vrai, etc. Et peut-être c'était la première offre. Mais de toute façon, j'ai aucun doute que le but était aussi de vendre un cadre pour financer un pseudo mercato. Et d'ailleurs, ça correspond à ce qu'avait dit Maldini juste avant, c'est-à-dire il avait dit quelques semaines avant de se faire limoger que maintenant enfin en gros il avait mis un message comme quoi il fallait vraiment investir et en gros il demandait plus de budget mercato à Cardinale, etc. Parce qu'il en avait déjà peu eu l'année dernière et il avait déjà et puis bon, je pense que Cardinale a dû lui dire que sans vente, comme disait Galliani avant, sans vente, il n'y aurait pas d'achat. Donc, non, non, je pense que c'était, alors que ce soit peut-être, alors c'est tombé peut-être sur Tonali, mais que ce soit Théo, Leao ou Tonali, je pense que s'il y avait il y a eu une grande offre, pardon, à un moment pour Tonali, et ça s'est fait parce que pour financer un mercato et pour se faire aussi de l'argent facilement, c'était sympa de vendre un cadre. Et d'ailleurs, Cardinal C'était a sympa, dit il y ouais. a quelques mois encore que il n'est pas exclu que un Théo ou un Leao soit vendu dans les années à venir, hein, enfin dans l'année prochaine ou l'année d'après. Donc c'est la stratégie aussi, c'est la stratégie du club et de la nouvelle dirigeance de faire ça. Donc c'est pour ça. C'est La pour ça que je pense que stratégie je suis qu'on aime tant. pas. Voilà. La Exactement, stratégie la que... stratégie d'achat-revente. Ah ouais, non mais c'est terrible. C'est La l'aspect stratégie purement de financier, mercenaire. moi ça me sidère. C'est la Exactement. présidence comptable comme je l'appelais. Maintenant tu dis, et tu as raison, de dire que la vente de Tonali c'était pour faire un bon mercato. Sauf que même si comme le dit Feli, certaines recrues donnent satisfaction, il n'empêche que depuis le départ de Tonali, le Milan joue moins bien et l'entrejeu est Oui, déséquilibré. Et ça vous l'avez complètement. souligné tous les deux, je peux pas m'empêcher de l'observer. Donc s'il avait fallu vendre un cas, c'était peut-être pas par Tonali qu'il aurait fallu démarrer. Mais enfin bref, je vais donner la parole à Feli peut-être pour ça, pour réagir. Et puis Feli, on va peut-être revoir un petit peu nos ambitions. Quels objectifs, d'après toi, pourraient être atteints, hein? Je sais que le club, évidemment, et tu l'as rappelé, vise la qualification en Ligue des Champions. Pouvons-nous viser la victoire en Europa League? Que faut-il faire, d'après toi? Quelles sont les ambitions de ce club pour la deuxième partie d'année? Alors, un mot d'abord sur l'histoire d'achat-revente. Je suis moins d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que finalement, on n'a jamais été dans une optique d'achat-revente. Enfin, global, quand je parle global, c'est-à-dire on perd 2 à 3 gros joueurs chaque année et puis on réinvestit pour essayer de les remplacer. Même avec Cardinale, on a vendu Tonali, certes, on a vendu Tonali, mais ça aurait pu être, si ça avait été Leao ou Hernandez, ça aurait été dans un cycle normal. Même à nos plus grandes périodes, c'est-à-dire les années 2010, même avant, je veux dire, mais même dans les années 2010, 2000, pardon, dans les années 2000, on vendait des Shevchenko, on vendait des Kaka
après un certain temps Oui, mais on passé. vendait pas Léao, ça Gattuso, fait on vendait pas Ambrosini, on vendait pas bien Maldini, on sûr, vendait pas Nesta. bien sûr. Excuse-moi, mais enfin, je veux dire, on a gardé Non, nos non, bien cadres sûr. très longtemps. Et je parle même pas de Baresi, de Costa Curta, de tous ces gens-là, Albertini qui ont fait leur carrière au club. Albertini, quand il quitte Milan en fin de carrière, c'est pour aller jouer à Barcelone, mais je veux dire, il a sa carrière derrière lui, tu vois ce que je veux dire. Donc, la politique du club avec les cadres n'a pas toujours été de les vendre. Les joueurs étrangers talentueux comme Shevchenko, comme Kaka, effectivement, on est d'accord. Mais le noyau dur italien, qui n'existe plus, certains, on va dire les choses franchement, lui, restait au club. Bien sûr, mais c'est ce que tu dis. On n'a plus de noyau dur italien, donc à partir de là, tout le monde est vendable. Et c'est toujours le cas. Ah, mais il Et y avait Tonali, ça, justement. oui, bien sûr. Mais faire ce genre de vente ponctuelle, ça n'a pas empêché notre club et d'autres clubs d'exceller. Je veux dire, la Juve a été très bonne pendant très longtemps, et pourtant ils ont vendu ponctuellement Vidal, Pobega. Bon, après ils ont eu du mal. Pas Pobega, pardon, le lapsus. Pogba. Oui, parce que je suis pas Euh, sûr que Pobega, que j'ai longtemps non, mais défendu mais que Léon. je ne défends plus, aurait changé le niveau de la Juve. Ouais. Mais bon, vas-y. Non, voilà, ils ont vendu ponctuellement des joueurs, mais comme tu dis, eux, ils avaient leur corps, leur cœur du jeu, c'était la défense qu'ils n'ont jamais vendu, à part sur la fin Bonucci qui a demandé à partir, mais voilà, ils avaient leur défense, le gardien qui était quand même solide, Marquinhos, qui Ouais. était leur, voilà, c'est ça Et tu la base, remarqueras que comme l'Inter, ils réitalianisent eux. bien sûr, mais ça, clairement oui. Mais bon, pour en revenir sur l'achat-revente, voilà, je pense pas qu'on est non plus devenu un club comme Dortmund, comme Leipzig, parce qu'on a quand même ce truc-là très italien, enfin, qui existe en Italie et qui, malgré tout, se transmet, malgré les directions qui passent. C'est-à-dire on a une fierté qui fait que on ne peut pas vendre, on peut pas vendre nos plein de joueurs forts d'un coup pour réinvestir. D'ailleurs, la dernière fois que c'est arrivé, on a vendu deux cadres d'un coup. Moi, de mémoire, il me semble que c'est quand on a vendu Ibra et Silva au PSG dans le même mercato. Et là, clairement, à partir de là, tout a dégringolé. Euh, euh, mais je ne pense pas que c'est vraiment l'idée de la dirigeance. Là, par exemple, typiquement, si on vend un Théo Hernandez ou un Leao au prochain mercato, bah, l'équipe va pas. Je pense pas que l'équipe va se déstructurer. On va pas retomber dans une forme d'air où on n'a rien gagné. Enfin, je veux dire, on va pas être placé en Ligue des Champions. Si on les remplace correctement, en fait, la vente, ça me dérange pas à partir du moment où elle est réinvestie dans le mercato, où elle permet à l'équipe de s'améliorer. Et c'est ce que je pense, moi, qu'on a fait avec Tonali. Alors, moi, j'adorais Tonali. C'était clairement mon joueur préféré de l'équipe Mais on est moins bon. parce Tu dis qu'on est toi-même moins dans bon, mais ce n'est l'entrejeu qu'on pas. est déséquilibré, qu'il manque quelque chose, etc. Bien sûr, on l'est. Mais sur les autres compartiments, normalement, on devrait s'améliorer. En fait, on aurait dû s'améliorer avec ce mercato. Pour moi, on aurait dû s'améliorer avec ce mercato, mais on ne l'a pas fait. Et pour moi, ce n'est pas la faute des arrivées du mercato. Alors, effectivement, il y a eu des manquements. Je suis d'accord avec toi. Il y a eu des manquements. On aurait dû prendre un milieu de terrain. On aurait dû vendre Krunic qui voulait partir et prendre un vrai milieu de terrain à ce moment-là, un milieu de terrain plus défensif. Et ça, je suis complètement d'accord. Le mercato est pas parfait, évidemment. Mais pour moi, on a vendu Tonali dans une bonne optique. Parce qu'il faut se rappeler que quand on a vendu Thiago Silva et Ibra, c'était pour renflouer les caisses du club parce qu'on était dans la dèche, quoi. Voilà. Et là, Et un on peu a comme vendu Tonali, il Tonali, s'agissait de joueurs qui ne voulaient pas partir. Alors bien Thiago sûr. Silva, je ne sais plus, mais Ibrahimovic ne voulait pas parir. Non, non. Non, non, clairement, c'est des joueurs qui ne voulaient pas partir. Mais tant qu'on vend disons, un gros joueur, alors pas forcément, moi, j'ai pas envie qu'on vende tous nos joueurs, évidemment. Forcément, on s'attache à des joueurs, on a envie qu'ils restent, on a envie qu'ils prouvent Non, et puis avec ce pas club-là. Tonali, c'est quand même le chouchou des supporters, c'est pas Bien pour rien, il y a sûr, quelques raisons. Je veux dire, tu peux vendre un cadre, mais pas lui, quoi. complètement d'accord. Pareil, hein, je pense que beaucoup de Milanais qui auraient préféré qu'on vende un Théo. Et Dieu sait qu'à ce moment-là, Théo n'a pas fait de mauvaise saison. Donc Théo, tout le monde l'apprécie à Mais il n'y Milan. avait pas d'offre sur Léao. Léao. Il n'y avait aucune offre sur Léao. Rien du tout. Mais, mais, mais à mon avis, ils ont refusé les offres après. Moi, je suis persuadé qu'il y a eu des offres, notamment Léao, je ne sais pas, mais pour Théo Hernandez, je suis persuadé qu'il y a eu des offres et qu'on a refusé parce qu'on ne voulait pas vendre deux cadres. Il m'avait semblé À qu'en mon avis, Angleterre, il y avait des clubs Oui, huppés qui étaient intéressés si je par peux me Léao. permettre, Newcastle, juste avant de recruter Tonali, a fait une offre similaire ou même supérieure pour Nicolo Barella, et l'Inter s'est interposé. Donc ça veut dire que Newcastle cherchait vraiment un profil de ce type milieu de terrain, quoi. Mais moi, Ah il me mais semblait l'Inter que a Manchester peut-être plus un United. esprit club et garde plus ses Oui, joueurs et ses cadres voilà. et L'Inter l'Inter a mis son aujourd'hui est veto. leader du championnat et peut encore jouer les premiers rôles en Ligue des Champions. Moi je suis désolé, c'est une équipe qui a été en finale avec 5 Italiens titulaires. Hein, donc ça on me l'enlèvera pas de l'esprit et à la base c'est pourtant aux antipodes de leur philosophie. Donc quand je vois ce que devient l'Inter et ce que devient le Milan, je reste supporter du Milan parce que c'est mon club, mais je peux comprendre que certains supporters du Milan historique l'aient mauvaise.
te Ah bah rejoins. bien sûr, évidemment, complètement. Mais voilà, moi, encore une fois, moi ma position c'est les ventes me dérangent pas à partir du moment où elles sont ponctuelles, elles sont pas structurelles de la forme que prend le club et où l'argent qui est gagné est investi sur le mercato. Voilà. Et pour mes ambitions, parce que c'était la question, pardon, on a digressé. Pour Non, mes non, mais tu as ambitions, raison, bah, tu as été très clair, c'est bien que tu nous aies fourni cette explication, et puis de toute façon, on est là pour aussi ne pas être d'accord, hein. Donc vas-y, continue, et parle-nous de tes ambitions, t'as bien raison, Félix. Pour l'ambition, l'ambition, c'est de rester dans le top 4. Malheureusement, on ne peut pas viser mieux. Et d'ailleurs, on devrait chérir ce top 4 parce que, il n'est pas gagné. L'année dernière, pareil, je crois qu'on avait été deuxième ou troisième à la mi-saison. Et on avait l'air. Enfin, j'ai réécouté en accéléré il n'y a pas longtemps l'émission de mi-saison de l'année dernière. Et on était tous plus ou moins confiants d'arriver dans le top 4. Et puis finalement, on a vu qu'à la fin de saison, on arrivait cinquième. Sans les points enlevés à la Juve, on était hors de la Ligue des Champions. Et encore une fois, moi je le répète chaque année, mais sortir de la zone champion, ce serait une catastrophe. Et là, on devrait vendre des joueurs, non pas pour investir dans le mercato, mais pour assainir les comptes du club qui aurait une perte énorme sans qualification en Ligue des Champions. Donc clairement, là, il faut qu'on se qualifie en Ligue des Champions. C'est pas gagné, il faut vraiment qu'on y arrive. Après, on verra ce qui se passera au mercato, mais à mon avis, c'est quasiment sûr à 99%, et je pense que là, c'est donné que Pioli partira en fin d'année et qu'il sera remplacé. Donc là, il y aura des choses qui vont changer, il y aura une nouvelle dynamique qui va s'instaurer, j'espère pour le mieux. Euh, mais vraiment, ces quatrièmes places sont primordiales. Ensuite, en Ligue Europa, pour moi, on doit aller le plus loin possible. On doit aller le plus loin possible avec un tirage plus ou moins favorable. On peut aller en finale, et en finale, tout peut se passer. Alors effectivement, ce serait bien de ne pas tomber sur Liverpool, qui est la grande favorite de cette compétition, ou même le Bayer Leverkusen, qui sont en train de tout exploser en Allemagne, avant la finale. Mais bon, ça, on peut pas le décider. Et même si on tombe contre eux, franchement, on peut essayer de gagner. Donc, moi j'y crois pas plus que ça, parce que Stefano Pioli, notre entraîneur, qu'on a toujours une avalanche de blessés et qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Mais pour moi, on doit viser ces places-là. On verra aussi, si vous voulez, on peut en parler après de ce que le mercato peut apporter, parce que là, on arrive sur la période du mercato de janvier. Mais voilà pour moi les objectifs qu'on va se fixer. Et pareil, je reviens aussi sur la Coupe d'Italie. L'Inter est sorti, Naples est sorti. C'est aussi une compétition qu'on n'a pas gagnée depuis longtemps. Et c'est vrai que j'ai un peu changé mon point de vue sur ces compétitions-là ces derniers temps, parce qu'avant, c'est vrai que bon, c'était peut-être mon esprit un peu milanais, historique. Je m'en foutais un peu. C'est-à-dire, bon, la Ligue Europa, c'est une compétition, je m'en foutais. La Coupe d'Italie, bon, pareil. Mais maintenant, je me dis, bon, on a le championnat, clairement, on va pas gagner de titre. Mais quand on voit ce que peut apporter un titre, ce qu'a apporté une Ligue Europa à la Roma, ce qui a permis d'asseoir Inzaghi avec ses deux dernières Coupes d'Italie, clairement, on ne devrait pas mépriser ces compétitions, on devrait les jouer à fond. Maintenant, je doute qu'on le fasse concrètement, mais il y a un monde où on peut faire deux bons parcours en coupe. Comme je l'ai dit, l'Inter est éliminé en Coupe d'Italie, Naples aussi. Donc là, on a un boulevard jusqu'en demi-finale, je crois, où on devrait affronter soit Atalanta, je pense Atalanta ou Sassuolo, et après c'est en finale. Donc clairement, il y a moyen de faire quelque chose dans cette compétition-là. Voyons quelles sont les ambitions d'Aristippe. Vendre le club à des passionnés et recruter plus d'Italiens. Non, Ah bah ça, tu prêches un convaincu, mais enfin, c'est pas demain la veille. non, c'est sûr. Alors les ambitions, bah moi je suis un peu plus pessimiste. Je pense sincèrement qu'on va finir en dehors du top 4. Parce qu'en ce qui me fait dire ça, c'est que en fait, on peut décomposer notre première partie de saison en deux sous-parties. Les 7-8 premiers matchs sont de très bonne facture, notamment avant les blessures, et parce que c'est vrai que les recrues sont encore se mettent rapidement dans le bain. Et aussi, Théo et Léao sont pas encore tout à fait nonchalants. Et après, donc on tient le rythme de l'Inter et notamment la Juve les 8 premières journées, 8-10 premières journées. Mais il faut voir la tendance et c'est ce qui nous permet, pardon, ma phrase est alambiquée, mais c'est ce qui nous permet de creuser un écart monstrueux avec la Roma, la Talenta et la Lazio. C'est vraiment ces 10 premières journées. Par contre, si on prend la tendance des 7-8 derniers matchs de Serie A, on a vraiment quasiment perdu toute notre avance au point où, bah, comme le disait Feli, le Bologne, la Fiorentina, la Roma, la Lazio, etc., ils sont venus à quelques points à peine. Honnêtement, je suis très inquiet pour la suite de la compétition. Je pense qu'on va malheureusement terminer en dehors du top 5. On va terminer peut-être cinquième. Mais malheureusement, je vois des équipes aujourd'hui qui ont plus
de coffre que nous et qui sont un peu plus régulières. Euh, et en ce qui concerne effectivement la Ligue Europa, excusez-moi, je vais être aussi un peu plus pessimiste que Feli. Moi, je ne vois pas arriver en finale. Je ne vois pas la gagner non plus. Je pense qu'on va s'arrêter en quart ou en demi. Voilà. Qu'importe le tirage, hein, Liverpool ou pas, voilà, je pense qu'on peut se faire surprendre par une équipe qui sera plus équilibrée, tout simplement, parce que quand on voit même nos matchs face à Dortmund, qui est pas non plus une équipe de génie, avec beaucoup de joueurs, notamment je pense des ex de la Juve qui ont pas non plus un niveau incroyable, bah on s'est fait ouvrir à l'aller comme au retour. Donc voilà, je pense qu'on peut tomber sur une équipe, je sais pas, des Leipzig ou des, je sais pas qui même qui est des Francfort qui sont qualifiés dans cette compétition, mais qui peuvent clairement nous faire mal et nous mettre dans l'embarras. Donc ouais, non, je vois une saison vraiment un peu vraiment triste, une saison vraiment mauvaise. Je suis inquiet pour la suite. Moi, j'aurais aimé que je regarde encore quelques matchs de Serie A, alors rarement, notamment quand il y a certaines équipes qui jouent, mais j'aurais aimé qu'on recrute. Il y a des jeunes Italiens qui sont très bons cette année. Je pense notamment à l'Atalanta, qui ont deux joueurs italiens que sont Scalvini et Ruggeri en défense centrale et en défenseur latéral, qui sont très bons, qui ont une vingtaine d'années, qui jouent d'ailleurs dans les équipes jeunes de Serie A. J'aurais aimé qu'on se positionne sur ces joueurs qui ont coûté à peine quelques millions d'euros. Tu as aussi Nicolo Rovella qui, à la Lazio, puisqu'on parle de milieu récupérateur, à la Benasser, puisque c'est un profil qui nous manque, c'est-à-dire récupérer des ballons. Tu as un Nicolo Rovella qui a un peu plus de 20 ans et qui est très bon à la Lazio et titulaire. Tu as aussi Ricci qui est encore au Torino, je crois qu'il peut être dans ce profil-là. Donc Scamacca en attaque aussi, moi j'aurais aimé qu'on ait ces joueurs italiens voilà, jeunes, qu'on les fasse grandir. Donc voilà, alors ça se fera jamais évidemment, hein, du moins pas avec cette dirigeance, mais bon, Ah, j'espère à certainement long pas. terme, à Ouais. long terme qu'on soit vendu à, alors pas un italien parce qu'il n'y a pas de régime italien, de grand argentier italien, que ce soit Ferré ou autre, qui puisse reprendre ce club, mais au moins que ce soit qu'importe la nationalité, puisque de toute façon ce sera pas italien, donc que ce soit américain, Bahreïn ou autre, je m'en fiche, mais qu'il soit alors pas passionné par le club, faut pas se raconter d'histoire, mais au moins qui aime le club, qu'on prenne ses valeurs, et puis qu'on puisse garder nos cadres, mais surtout réitalialiser pardon, cette équipe. Moi, je C'est mal demande pas barré, aux hein. Italiens sur le terrain, mais je demande au moins des cadres italiens, j'en demande au moins 6, 7, 8, Oui, ce oui, sera oui, oui. super, et pas ceux qu'on recrute. Moi, depuis des années, je dis ça, pas des Florenzi, Oui, pas Bertolacci, on est euh, d'accord, ouais. pas des Caldara, pas des Ouais, Bertolacci, ouais. pas des Cerci. Bah, J'aimerais Caldara, il a joué un avoir des. match, donc Ouais, mais c'était presque un match de trop. il a joué Mais un voilà, j'aimerais demi-match, si je me bien trompe pas. qu'on prenne des jeunes, voilà, des Ruggeri, des Scalvini, des gars de 20 ans qui sont, voilà, qui sont peut-être les futurs de la squadra de demain, mais et qu'on les fasse monter petit à petit. Mais j'aimerais beaucoup ça, ouais. Ouais, ouais. Mais je Voilà pour les rappellerai. ambitions. Mais oui, mais je ne rappellerai jamais assez, à chaque émission quasiment je le dis, en même temps on fait une émission tous les 6 mois, mais les U19 sont champions d'Europe et les U20 sont vice-champions du monde. Excusez-moi, et ça c'était il y a 6 mois. Donc évidemment C'est qu'il y a vrai. des jeunes Italiens talentueux, simplement on leur permet pas de franchir la marche supérieure. Donc ça c'est mon discours depuis des années, c'est mon credo, on les a les jeunes, on les a, il n'y a aucun problème, mais on ne les fait pas jouer, on ne les pousse pas. La Juve, j'en parlais tout à l'heure, est en train de réitalianiser son équipe, je parlais de l'Inter également, mais la Juve l'année dernière a sorti Miretti et Fagioli, qui a aussi fait des paris d'ailleurs, et cette année ils sortent du chapeau Gatti, qui était déjà un peu connu l'année dernière, et Cambiaso que personne connaissait, en plus de Chiesa et Locatelli qui sont sur le terrain. Donc je veux dire, excusez-moi, il y a beaucoup d'Italiens à la Juve, je dis pas que les 6 ou 7 Italiens sont forcément tous titulaires en même temps, mais il y en a un certain nombre, et à l'Inter il y en a régulièrement 5 ou 6. Donc comme quoi c'est possible et ces deux équipes trustent les premières places en championnat et ont d'autres ambitions à mon avis sur la scène européenne que le Milan, même si pour la Juve c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est à mon avis la marche à suivre, mais c'est pas Cardinal et qui suivra évidemment mes consignes. Donc sans quota il se passera rien du côté de Milan, ça c'est certain. Messieurs, on va passer au mot de la fin comme toujours très libre. Féli, de quoi voudrais-tu nous parler? Déjà, je voudrais réagir sur ça. Vous savez il y a une rumeur en ce moment, bon, ça, c'est complètement faux, hein, mais il y a une rumeur qui est sortie et c'est assez rigolo. Apparemment, Oui, Maldini serait en oui. train de lever des fonds en Arabie Saoudite pour revenir racheter le club à Cardinale, devenir président, instaurer Massara, Boban et Leonardo, oui, à la dirigeance pour faire ce qu'il veut du club. Voilà, donc Ah bah ça m'a fait je dois penser pas à suivre ça. l'actualité, je savais pas ça, hein. Tu m'apprends quelque chose. Bah, après, c'est vraiment une rumeur qui est sortie par un vieux journal, je sais même plus qui l'a dit ça, mais c'est complètement faux, à mon Bah, avis. ça me Il y a déplairait peu de pas, doute. hein. Mais évidemment, ce serait. Bah, alors, moi, je comprends pas ce que Leonardo fait dedans, Oui, mais ça on est effectivement, d'accord. les noms sont assez alléchants. Mais bon, c'est de l'ordre du fantasme. Je pense que c'est surtout beaucoup de fans de Maldini, hein, c'est normal qu'il en reste,
qui souhaiteraient qu'il revienne au club, et c'est tout à fait normal. Mais là, je pense qu'on est vraiment de l'ordre du fantasme complet. Voilà. Ah, ça semble pas très réaliste, je suis assez d'accord avec toi. Mais enfin, Voilà, Rivera avait voulu acheter le club à un moment donné, c'est Berlusconi qui est arrivé. Hein, donc un ancien joueur qui rachète un club comme ça, c'est beau sur le papier. Maintenant, bon, Maldini n'est pas un financier, n'est pas un banquier. La gestion d'un club, c'est pas à la portée du premier venu. exactement. Voilà pour mot de la fin, plusieurs petites choses. D'abord, moi, bon, du coup, je continue à suivre un petit peu la Serie A. Il y a quand même quelques clubs qui sont intéressants, notamment le Bologne de Motta. Moi, j'ai envie de parler de cette équipe-là qui est très, très intéressante, j'ai vu récemment battre justement l'Inter en Coupe d'Italie, avec des joueurs frissons comme Zirkzee, qui est un joueur que j'avais pas vu, un joueur aussi élégant, beau à voir jouer balle au pied comme ça depuis très longtemps. Et voilà un entraîneur qui me plairait beaucoup de voir au Milan. Alors certains disent que c'est un interiste. Pour moi, clairement, c'est des choses qui ne concernent pas le football, parce que Thiago Motta, avant d'être un interiste, c'est avant tout un grand joueur de foot. Il a fait que 2 3 ans à Inter, je crois, avant de partir au PSG. Il a surtout fait la majorité de sa carrière au PSG. Il a fait, je crois, autant à l'Inter qu'à Barcelone. Donc voilà. Pour moi, Thiago Motta, ce serait vraiment le nom le plus alléchant, parce que je suis un petit peu ce qu'il fait depuis un moment. Hein. Il avait la Spezia avant de reprendre Bologne. Déjà l'année dernière à Bologne, il est arrivé 9e. Et là, cette saison, il est parti en pleine bourre, puisqu'il est qu'à 5 points de la zone de nous. En fait, il est à 2 points de la Ligue des Champions. Il est 5e avec 28 points. Et ce qu'il fait avec cette équipe-là, c'est très très bon. Je pense déjà à l'après Pioli, parce que pour moi, faut s'accrocher à quelque chose, faut s'accrocher à une idée de jeu qu'on a envie. Et clairement, si la saison dernière, Maldini est parti et Pioli est resté, la saison prochaine, à mon avis, tout sera rebalancé, parce que Cardinale aussi voudra mettre son entraîneur à lui. Et clairement, imaginez un Mota qui, en plus, a des liens particuliers, on le sait, avec Ibrahimovic, qui est maintenant dans la dirigeance. Ça pourrait redorer un peu l'esprit que j'ai de ce club-là, parce que ce qu'il fait avec cette équipe de Bologne, c'est très bien. Voilà. Ensuite, je voudrais parler de mon petit chouchou personnel cette année. Alors, je vais faire un peu mon Erco avec son Saelemaekers. Pour moi, c'est Luka Jovic. Voilà. Pour moi, Luka Jovic doit être le 9 titulaire de cette équipe. Alors, Giroud n'est pas forcément mauvais cette saison, parce qu'il a mis quand même statistiquement, il est à, je crois, 8 buts en Serie A, et c'est quelque chose comme 5 passes décisives, ce qui est très très bon en termes de stats. Je crois qu'on est sur un de ses meilleurs débuts de saison avec nous. Mais Giroud, c'est quand même compliqué, parce que j'ai regardé, j'ai une stat qui est hallucinante. Giroud a mis qu'un seul but du pied cette saison, en dehors des pénaltys. Tous les autres buts qu'il met, que ce soit en Serie A ou en Ligue des Champions, ce sont des buts de la tête. Ah Et ouais. avoir un joueur qui marque que de la tête systématiquement, c'est quand même assez handicapant. On a eu Oliver Donc, Bierhoff à une époque, hein, mais bon, oui, mais c'était un autre à niveau. l'époque, on devait avoir des joueurs qui savaient plus centrer. Ah, c'est vrai. Parce que Bah, Maldini là, jouait encore. voilà, voilà. Donc là, cette année, c'est compliqué, parce que c'est vraiment un plot dans la surface. Alors, il reste toujours assez exceptionnel sur la tête, hein, évidemment, c'est son gros point fort, et sur les remises, parce qu'il nous a fait quand même des belles remises encore. Mais pour moi, avoir un attaquant aussi peu mobile dans une équipe où quand même on joue souvent sur des contre-attaques, c'est très très handicapant. Et Luka Jovic, je le redis, pour moi, il devrait prendre la place de titulaire à Giroud. Moi, je ne comprends pas trop pourquoi est-ce que sur ce mercato hivernal, on cherche à ce point à recruter un buteur, alors qu'on a 2 buteurs qui tournent plutôt bien, qui sont pas exceptionnels, mais clairement, c'est pas, pour moi, le défaut de jeu de cette année ne vient pas de nos buteurs. Et clairement, Giroud et Jovic sont 2 bons buteurs. C'est pas des joueurs exceptionnels, mais clairement, c'est pas eux qui nous font défaut cette année. Et je reviens à Jovic, qu'il faut se rappeler, à une époque, était le joueur serbe qui était le plus prometteur. Et il l'a prouvé à l'Eintracht Francfort avec son parcours en Europa League également, avant de complètement se perdre évidemment au Real Madrid, qui était un club bien trop gros pour lui. L'année dernière, il a fait une bonne saison à la Fiorentina, parce qu'il a marqué, je crois, en toute compétition confondue, sans être forcément le titulaire, il a marqué une dizaine de buts. Moi, j'ai pas trop compris pourquoi la Fiorentina voulait à tout prix s'en débarrasser, mais tant mieux pour nous, parce que là, il est arrivé un petit peu sur la pointe des pieds. Il a pris ses marques, et là, depuis, je crois que ces 6 derniers matchs, il est impliqué sur 6 buts, quelque chose comme ça. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne joue pas? À mon avis, c'est assez clair. C'est parce qu'il ne fait pas 1m90 et que pour les longs ballons, c'est moins pratique. Et pourtant, dos au but, quand la balle est à terre, il est très très bon. Il est difficile à faire bouger, un peu à la manière d'un Lautaro Martinez. C'est un buteur qui est très complet, très bon de la tête, très collectif également. Donc pour moi, je vous le dis, c'est l'attaquant du futur. Je me prononce là, je me mouille, un peu à l'époque, comme pour Léao à une époque. Je me mouille, je le dis.
Jovic doit être titulaire et pour moi, il peut clairement marquer entre 15 et 20 buts facilement dans cette équipe. Euh, Parce que, voilà, alors effectivement, c'est un peu subjectif, je le dis, je ne me le cache pas. Euh, mais voilà, je n'ai pas de doute sur les qualités sportives de ce joueur-là. Vraiment, enfin, ça a toujours été mental, le problème qu'il a eu, que ce soit au Real et puis après, un petit peu après, dans ses différents prêts. Là, il retrouve un petit peu son mental qu'il avait et c'est pour moi le joueur sur lequel, c'est pour moi la surprise déjà, parce que c'est vrai que j'avais un peu de doute sur le fait qu'il retrouve son mental. Et là, il est en train de me prouver le contraire. Et quand le mental va bien, pour moi, Jovic doit être titulaire dans cette équipe. Et ben voilà qui est intéressant et positif. C'est bien de terminer sur une bonne note. Aristide, de quoi souhaiterais-tu nous parler? Alors pour ma part, bon, j'ai déjà un peu gâché mon mot de la fin en insistant sur la reprise du club par d'autres dirigeants pour arrêter effectivement ce mercenariat énorme en fait qu'on vit depuis un an maintenant. Mais du coup, je vais rebondir sur ce qu'a dit Philippe plutôt. Je vais parler aussi de Pioli, des entraîneurs, etc. Euh, alors je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais je trouve qu'on fait un peu trop de Pioli bashing sur l'ensemble des forums, de ce que j'entends, des vidéos sur Milan depuis le début de la saison. Je trouve que, alors sans oublier, je vais pas parler du passé, de l'année du titre, parce que voilà, on sait que dans tous les sports, et que ce soit le football ou autre, c'est toujours le moment aussi présent qui compte. T'as énormément d'entraîneurs qui ont fait des choses extraordinaires. Je pense à Leicester et Ranieri il y a quelques années, qui ont été saccagés des mois plus tard. On sait que c'est comme ça. Parfois, c'est plus ou moins juste, plus ou moins voilà, enfin plus ou moins juste. Contre Ranieri, c'était une hérésie, mais là, on parle pas de ça. Mais voilà, Pioli, je trouve ça un peu dur ce qu'on fait. Ce qu'on pense, ce qu'on dit de lui, et la volonté d'énormément de Milanistes de vouloir absolument changer, coûte que coûte, quitte à mettre un mec comme par exemple Abate à la Primavera, qui certes s'en sort bien, mais j'ai pas spécialement envie d'avoir quelqu'un Ah, vous connaissez d'inexpérimenté, mon pardon. affection pour Abaté, alors Moi là aussi. vraiment, mais j'ai rien contre Pioli, mais bah, Abaté pour moi c'est Dieu, hein. J'exagère, mais on m'a souvent chambré pour ça, c'est pour ça que je le dis. J'ai toujours adoré ce joueur pour son abattage, pour son abnégation, et lui au moins, avec ses qualités limitées, se battait sur tous les ballons et ne baissait jamais les bras et jouait pas les divas. Donc c'est au moins une qualité qu'il faut lui reconnaître. C'est sûr, mais effectivement, en tant qu'entraîneur, de un, je trouve inexpérimenté, évidemment, a fortiori, et de deux, surtout, j'ai pas envie de cramer un ancien, en fait, de la maison, comme on a pu le faire avec Clarence Seedorf, avec Inzaghi, avec Gattuso. Donc voilà. Alors, changer Pioli, pourquoi pas l'été prochain, mais j'ai envie que ce soit dans un vrai projet de reconstruction, avec un vrai choix d'entraîneur, avec un entraîneur qu'on aura vraiment spoté et pas un plan C, D, voire E, à l'instar de ce qu'a fait le président du Napoli pour Rudy Garcia qui a fait seulement 13 ou 14 matchs avec le Napoli. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu l'interview du président du coup de Laurentiis il y a quelques jours en disant il avait clairement dit non mais en fait le jour où je l'ai choisi je savais que c'était le mauvais choix mais j'avais que ça comme choix. Bah, j'ai vraiment pas envie qu'on fasse pareil avec Pioli. Moi je préfère garder un Pioli si on a juste un plan D E et qu'on ramène n'importe qui, je préfère garder un Pioli. Alors effectivement Thiago Motta pourquoi pas, effectivement c'est très bien ce qu'il fait, mais faut que ce soit dans une vraie stratégie. Faut pas que ce soit comme un Seedorf comme on a eu avant où finalement on met juste un mec pour faire électrochoc et voir ce qui se passe. Je préfère qu'on ait une vraie stratégie, quitte à garder Pioli si jamais on n'a pas notre premier ou deuxième choix en tant qu'entraîneur. Et Pioli n'est pas responsable de tous les maux de cette équipe. Faut parler aussi effectivement du Milan Lab, de aussi son staff. Hein. Je rappelle que le Real Madrid a recruté un joueur, on était dessus d'ailleurs cet été, un Turc, je sais plus comment il s'appelle. Ce joueur-là s'est blessé au Real Madrid. Il est revenu sur le terrain, il a rechuté encore. Et alors, c'est pas l'entraîneur qui a sauté, c'est pas Ancelotti, mais c'est des membres du staff, des médecins qui ont sauté, qui se sont fait lourder par le Real Madrid parce qu'ils ont mal géré son cas. Alors, moi, je mettrais pas Pioli et son staff, le staff médical, sur le même schéma, mais moi, j'aimerais bien qu'on se penche un peu plus sur les médecins du club et pas uniquement taper sur l'entraîneur, parce que c'est pas uniquement la faute de l'entraîneur. Si on a 30 blessés, il faut aussi regarder ailleurs. Donc voilà, c'était mon petit moment sur Pioli et l'avocat du diable. Petite réaction de Feli. Oui, alors effectivement, je suis d'accord. Pioli est loin d'être le seul coupable de ce qui se passe en ce moment. Pour moi, par contre, il y a le lab et il y a aussi ce qui se passe à l'entraînement et tout ce qui est préparateur physique qui sont fortement rattachés à Pioli, certes. Et puis autre chose, moi je suis clairement pas non plus pour changer d'entraîneur en cours de saison. Pour moi, il faut garder Pioli jusqu'à juin, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, ce serait dommage de griller un Abaté
qui semble être un prometteur entraîneur. Mais à l'inverse de là, cet été passé, où il n'y a pas eu beaucoup de choix en termes d'entraîneurs disponibles sur le marché, je trouve qu'en 2024, justement, à l'été, il y aura pas mal d'entraîneurs qui seront disponibles. Et clairement, là, c'est le moment de couper court au cycle de Pioli, qui a fait du bon travail. Hein. Clairement, Pioli, c'est loin d'être le pire entraîneur de l'histoire du Milan. Il a fait ses années, il a fait des très bonnes choses. Et je pense qu'au moment où il partira, beaucoup de personnes seraient reconnaissantes envers Pioli pour ce qu'il a fait au club. Maintenant, en 2024, il y a Motta qui est disponible, puisque son contrat expire en 2024. Il y a Palladino, un autre jeune entraîneur prometteur qui entraîne actuellement Monza, qui fait aussi du bon travail pour l'équipe qu'il a. Il y a aussi Vincenzo Italiano, qui n'est pas forcément préféré, mais qui a aussi fait du bon travail également à la Fiorentina. Donc, bien que ces trois-là, il y a quand même quelque chose qui peut se passer. Il y a un nouveau cycle, il y a une nouvelle dynamique, il y a un nouvel esprit qui peut s'insuffler avec ces joueurs-là. Et je ne parle même pas d'un mec comme De Zerbi, qui est actuellement en Angleterre. On sait qu'il est très bien en Angleterre, mais qui a quand même une clause qui est basse et qu'on peut, pourquoi pas. Moi, je suis pas forcément le plus grand fan de De Zerbi, mais qui est quand même un entraîneur qui est très prometteur, qui se fait beaucoup encenser par les médias et à juste titre parce qu'il fait du très bon travail. Mais clairement, c'est des entraîneurs italiens qui sont prometteurs. Je pense qu'on a rarement eu une génération d'entraîneurs italiens aussi prometteurs. Et je pense que cet été-là, parce qu'il y a beaucoup de clubs italiens qui vont changer leur entraîneur cet été, tu as parlé du Napoli et de l'interview lunaire de Di Laurentiis, qui va également prendre un entraîneur en 2024. Tu as la Juve qui, pareil, va sans doute changer Allegri en 2024. Tu as la Roma, normalement, qui devrait se débarrasser enfin de Mourinho. Enfin, tu as quand même pas mal d'entraîneurs qui vont être pris par ces joueurs-là. Et je pense qu'il faudra vite choisir. Je pensais sur un de ces entraîneurs-là pour ne pas se le faire prendre par une autre équipe. Voilà. Et pour moi, mon favori personnel, et ça depuis un petit moment, c'est quand même Thiago Motta. Et donc, il faudra rapidement, parce que je pense aussi qu'on a l'équipe pour Thiago Motta. Il joue quasiment le même système que nous. Donc, sur ça, on ne sera pas déboussolé. Bon, maintenant, c'est de l'ordre du fantasme, hein, parce qu'on n'y est pas encore. Pioli est toujours au club, donc comme tu l'as dit, il faut se concentrer sur le moment présent. Mais pour moi, sans que Pioli soit le fautif de tous nos problèmes, clairement, il faut instaurer quelque chose d'autre, une nouvelle dynamique, pour relancer des joueurs peut-être qui se lassent un petit peu aussi, comme Théo, comme Léao. Il faut les redynamiser, et pour moi, ça passe impérativement par un changement d'entraîneur à l'été prochain. Alors tu disais Félix qu'on avait rarement eu une génération d'entraîneurs aussi prometteuse, mais je vais quand même rappeler qu'il y a une époque où on avait Capello, Lippi, Trapattoni et même Ancelotti qui démarraient. Donc il y a eu des époques bénies dans le football italien avec des grands entraîneurs et aussi des grands joueurs. Hein. Il fut un temps connu les deux. Maintenant c'est vrai que depuis une dizaine d'années, c'est en train de s'améliorer à ce niveau-là. Vous le savez, les Italiens sont aujourd'hui sur le banc, hein, entraîneurs inclus, donc sur le banc ou en tribune d'ailleurs. Sauf du côté de l'Inter ou de la Juve qui joue les premières places en championnat. Bon, l'émission est désormais terminée. Moi je vous remercie pour cette émission, vous avez été très précis, vous avez parfaitement, je crois, résumé ce début de saison milaniste. Il est possible que nous proposions une émission spéciale Super League dans les semaines qui viennent suite aux événements récents. Nous attendrons simplement d'en savoir plus sur les intentions des clubs italiens, les éventuelles sanctions et plus généralement sur les orientations que prendra le football européen. En attendant, vous pouvez, chers auditeurs, trouver l'émission 391 spéciale consacrée à la première version de la Super League qui a été publiée le 20 avril 2021. Joyeux Noël à tous, à très vite, salut! Ciao à tutti. Ciao!